C'est vrai que quand on regarde les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis, tout ça plaide de moins en moins pour une inflation temporaire et ça pourrait bien mettre la Fed en porte-à-faux. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Quand on voit les derniers chiffres d'inflation, enfin des prix à la consommation aux États-Unis, en octobre, plus 6,2% sur un an, on est au plus haut depuis, en termes d'accélération depuis 30 ans. Ça ne donne pas le sentiment que les prix aux États-Unis, je précise bien, sont en train d'atterrir. Bien au contraire. Ça donne pas tout à fait ce sentiment, effectivement. Alors, la messe n'est pas dite, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent être encore temporaires, mais bien évidemment, plus le temporaire dure, plus on rajoute des couches à ce temporaire, plus ça devient difficile, effectivement, de plaider ce type de discours. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que l'énergie reste un élément d'inflation très important, avec des hausses de coûts qui vont directement au ménage. Là, c'est l'essence, mais l'électricité, le fuel domestique, etc. Tout ce qui est énergie, ça bondit de 30% sur un an. Mais si on évacue encore une fois l'énergie, est-ce que les autres composantes de prix accélèrent aussi ? Eh bien, c'est là, voilà. Alors, il faut déjà rajouter un poste qui est très important, notamment pour les ménages, c'est l'alimentation. Ce qu'on voit, c'est que la hausse des prix mondiaux d'alimentation également commence à impacter le pouvoir d'achat, et avec une hausse de plus de 5% l'an, ça commence à marquer. Et puis, vous avez des phénomènes dans les services qui sont, par exemple, les prix des loisirs, ou y compris les biens de loisirs. Donc ça peut être rangé encore du côté du temporaire, parce que l'économie se remet quand même de cette crise sanitaire et qu'on voit bien que les loisirs sont un secteur qui peuvent avoir des ajustements de prix momentanés, instantanés à l'occasion de la réouverture. Peut-être pas durables, mais la difficulté, c'est qu'effectivement, vous enchaînez un certain nombre de phénomènes comme ça. Il est possible que la hausse de l'énergie commence également à se diffuser aux loisirs, à la restauration, à tout un tas de services qu'on commence un petit peu à observer, qui pourraient se renverser si les cours du pétrole s'inversent, par exemple. Les effets de base sur l'énergie, on le sait, vont être puissamment négatifs dans quelques mois. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où tout s'accumule dans le sens opposé et de fait, ces résultats-là vont forcément marquer les tendances à venir. C'est-à-dire que nous-mêmes, on suit tous les mois, on met à jour nos prévisions. La base de départ a un effet magistral sur la prévision de l'année à venir et c'est ce qui risque de rattraper la Fed, peut-être d'ailleurs à un moment où l'inflation commencera à se retourner. Mais c'est un environnement effectivement qui aujourd'hui suscite beaucoup d'incertitudes. L'inflation des services aussi accélère, l'inflation sous-jacente accélère. Enfin, l'inflation sous-jacente, c'est quand on sort tout ce qui est énergie et alimentation, tout ce qui est très volatile. On accélère de 4 à 4,6%. C'est ça surtout qui surprend, non ? Oui, mais gardons en tête que dans cette inflation dite sous-jacente, par exemple, vous avez les prix de l'automobile d'occasion. Ceux-là ont flambé presque de 50% au printemps. Ils ont décéléré après et puis on repart à la hausse. Donc là, est-ce que c'est un phénomène ? En tout cas, c'est pas un phénomène cyclique. C'est pas forcément du temporaire. Ça va dépendre de la capacité de l'industrie automobile à reproduire. Donc il y a une problématique de puces électroniques qui vient de complexifier bien sûr cette lecture, la lecture de ces chiffres. Mais vous voyez que dans ce qu'on considère traditionnellement comme du sous-jacent, c'est-à-dire qui nous renseigne véritablement sur le cycle, il y a des phénomènes qui aujourd'hui interfèrent et viennent complètement brouiller les pistes. Mais on note néanmoins effectivement, d'abord la hausse des prix des loyers, 0,5% à nouveau ce mois-ci, et là c'est du gros sous-jacent clairement qui peut être alimenté encore dans les mois à venir par la flambée des prix de l'immobilier. Il est pour quand, Véronique, il est pour quand le pic d'inflation aux États-Unis ? Parce qu'en fait, si ça se trouve, il aura raison, tout ça va se retourner, Jérôme Powell aura raison. Si jamais ça se retourne en début d'année prochaine, ce qu'on raconte là ne sera pas grave. Enfin, sans conséquence, dans le sens sans conséquence. Sans conséquence, sauf que le point haut, il est plus vraisemblablement dans le courant à la fin du premier trimestre et au début du deuxième qu'à la fin de cette année. Eh ben, il faut qu'il tienne bon. Il faut qu'il tienne bon d'ici là. Est-ce qu'il peut avoir toujours cette posture, Jérôme Powell, cette posture conciliante, ou est-ce qu'elle est de moins en moins tenable ? Il faut juste qu'il tienne 3-4 mois là. Oui,
3-4, il faudrait idéalement que le prix du pétrole commence à refluer. On a des petits signaux internationalement. D'abord, on voit que le marché du pétrole est plus lourd. On voit que les prix du transport de matières sèches est en train de se retourner également. Donc, ça, ce sont des facteurs qui vont être visibles dans quelques temps. La difficulté, c'est que on a l'impression d'avoir Jérôme Powell d'un côté, et puis de plus en plus de membres de la Fed qui, eux, s'inquiètent. Ça a été très visible avec la révision à la hausse des anticipations de hausse des taux des membres de la Fed, des fameux dot plots, à l'occasion du dernier FOMC. Et on sait bien que en règle générale, les membres de la Fed sont très influencés par la tendance immédiate de l'inflation. Donc là, ce sentiment d'une inflation qu'on n'arrive plus à prévoir, qui chaque mois est de plus en plus haute, va probablement encore pousser à réviser à la hausse les anticipations de hausse. Oui, mais encore une fois, et peut-être que c'est Jérôme Powell, il a raison, il a un peu de hauteur de vue, il prend un peu de distance par rapport effectivement à ces chiffres qui sont forts, en se disant que les choses vont se calmer en début d'année prochaine. Vous avez complètement raison, et c'est mon intime conviction d'ailleurs. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que finalement, c'est un petit peu la lecture de Madame Lagarde, dont beaucoup s'étaient un peu moqués quand même, et qui finalement s'est imposée, que ce soit à la Fed ou à la Banque d'Angleterre. Mais voilà, il n'en reste pas moins que ce sont des mois difficiles. Alors, enfin, des mois, juste Véronique, des mois difficiles. En même temps, quand on voit les marchés de taux qui s'émeuvent pas plus encore aujourd'hui de cette accélération de l'inflation, en quoi c'est compliqué cette position à tenir? Encore une fois, le taux à 10 ans américain, il est à 1,55 au moment où on se parle pour cent. Alors, c'est compliqué à tenir, d'abord parce que les anticipations d'inflation, elles, sur les marchés, les anticipations implicites sont élevées et ont du mal à se stabiliser très clairement ces derniers jours. Donc, ça reste un souci de crédibilité par rapport à la politique de la Fed. L'autre élément, c'est qu'effectivement, vous avez complètement raison, les marchés voient bien que les perspectives de hausse des taux courts sont défavorables aux perspectives d'activité, ce qui explique cet aplatissement de la courbe des taux. Et l'aplatissement de la courbe des taux, on l'a vu ces derniers jours, c'est la remontée de l'or. C'est quelque part le retour du scénario déflationniste. C'est complètement l'effet inverse, enfin déflationniste. Vous allez me dire, vous marchez sur la tête, les économistes. Ben oui, on parle d'inflation qui progresse, vous me parlez de déflation là. D'aplatissement de la courbe des taux, parce que simplement on a effectivement des économies dont on comprend de plus en plus qu'elles ne supporteront pas des hausses de taux. C'est ça, et puis surtout que l'inflation, ce surcroît d'inflation va restreindre la consommation, faire ralentir la croissance. C'est ça aussi. Exactement, et on a vu les résultats désastreux quand même de l'enquête du Michigan de vendredi dernier, qui semble directement s'expliquer par la flambée des prix, notamment de l'énergie récente. Donc, vous voyez qu'on est dans un contexte qui est extrêmement instable, avec des marchés qui ont quand même joué la carte de la reflation, pas celle de l'inflation, ni de la stagflation. Et ce qui se profile, c'est quand même plutôt quelque chose encore de stagflation. Voilà pourquoi c'est compliqué, pourquoi les banques centrales sont dans une posture extrêmement difficile. Mais il devra ou pas, Véronique, il devra ou pas amender sa position, Jérôme Powell? Je pense qu'il faudra qu'il l'amende, mais pas de manière imminente, dans le discours sur les perspectives. Mais si vous voulez, normalement, par exemple, un indicateur qui est intéressant, c'est que l'emploi, même si la reprise de l'emploi est quand même très molle, si on continue sur la tendance des 3 derniers mois, on retrouvera les niveaux d'avant-crise courant avril-juin. Ça, ce sont des tendances qui vont exacerber les pressions sur la Fed. Parce que si on retrouve les niveaux d'avant-crise, vous voyez bien l'effet sur le marché. C'est que quelque part, on a gommé les effets de la crise, ce qui n'est pas du tout le cas, mais peu importe, et qu'on peut normaliser les conditions de politique monétaire. Donc, au-delà de l'inflation, il y a tout un tas de facteurs comme cela qui rendent la tâche complexe. Et qui, mais alors, comment s'il devait amender sa position, Jérôme Powell, et on finit là-dessus, Véronique, ça prendrait quelle forme? Il pourrait accélérer son tapering Alors, il pourrait accélérer le tapering à partir du moment où on a enfin voté un plan d'infrastructure. Donc, finalement, une contribution du secteur public qui vient aider un petit peu la Fed face aux difficultés conjoncturelles. Mais il peut pas aller, enfin, ça changera pas grand-chose. On sait que de toute façon, à raison d'une baisse de $15 par mois, on a fini le QI en juin.
mais il peut avancer un petit peu les choses. Mais de toute façon, le fonctionnement des marchés fait que s'il annonce une accélération du tapering, les anticipations de hausse des taux vont s'avancer. Vous avez vu comment tout est lié. Hein. Des marchés d'ailleurs qui price des premières hausses de taux directeurs dès la mi-2022. Hein. Exactement, à plus de 70% ce matin. Hein. Donc on est... voilà. C'est pas du tout le discours de la Fed aujourd'hui. Hein. Exactement, c'était redescendu après l'intervention de J. Powell et les chiffres d'inflation de vendredi ont complètement annihilé son intervention. Donc c'est difficile d'aller contre à ce point les anticipations de marché, ou alors, oui, sauf si vous me dites, ah mais l'épidémie nous menace et va tout rebloquer à nouveau. Donc on change de décor. Mais dans le décor actuel, je pense qu'il va falloir qu'il rapproche quand même la perspective d'une hausse des taux très graduelle, conditionnée à tout un tas de choses, mais courant de l'été. Voilà. Bon, merci beaucoup. En tout cas, explication et point de vue signé Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Bonne journée David, au revoir.